Bonjour, bienvenue dans Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir un écrivain. Il est l'auteur d'une trentaine de romans, dont Le chant de personne, L'enfant léopard qui avait reçu le prix Renaudot. Il nous a fait aimer la littérature à la télévision, notamment dans son café qui porte son nom, le café Picouli. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Daniel Picouli, notre invité. Ravi de vous recevoir. De même, de même. Daniel Picouli. On parlait du café Picouli, c'était une belle époque. Peut-être que vous allez revenir avec le bar Picouli. Oui. Vous voyez où je veux en venir? Le bar Picouli, puisqu'on va parler de votre dernier roman, Les larmes du vin, aux éditions Albin Michel. Une jolie histoire autour du vin et de vous-même aussi. C'est quand même une autobiographie autour du breuvage. Et qui commence par une intronisation comme chevalier du Taste-Vin. Alors racontez-nous tout, puisqu'on vous a demandé quand même, c'est véridique, d'écrire un discours pour cette intronisation. Et de ce discours est né cet ouvrage. Absolument, oui. Truculent, goulayant. On essaie de lui donner toutes les caractéristiques du vin en question. C'est surtout une escroquerie, quoi, parce que en fait, être intronisé chevalier du Taste-Vin en Bourgogne, s'il vous plaît. Terre de votre mère. Ouais, voilà. Quand on n'y connaît rien en vin, c'est un petit peu quand même singulier. Et c'est ce qui a fait que quand on m'a demandé de faire un discours, j'avais deux solutions. La pire, c'est parler du vin, parce que j'avais en face de moi 500 connaisseurs qui en savaient beaucoup plus que moi sur le vin, ou alors d'utiliser... Vous en connaissez un petit peu quand même. Un sur peu, le vin, oui, mais quand on est en face de ce niveau de compétence, il faut être humble, absolument humble. Donc, et puis après, il y a la solution du conférencier, le kit du conférencier effarouché, qui se dit, mais de quoi je vais parler? Et qui se dit, mais il y a au moins un sujet que tu connais mieux que tout le monde, toi. Donc, je me suis dit, je vais parler de moi et du vin. Et comme ça, aidé par un chaperon. Oui, voilà. Il existe cet émeric dont vous parlez dans le livre ? J'en ai rencontré plein. C'est-à-dire, j'ai un facilitateur. Voilà, un facilitateur, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vous expliquer ce fonctionnement étrange d'une confrérie, tous les usages, us, vocabulaire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut appréhender, qu'il faut essayer de comprendre, mais il faut surtout pas essayer de mimer ou de singer tout ça, ou de donner le sentiment qu'on connaît bien. Non. Et revenir sur son terrain qui est soi-même, c'est en même temps la réalité de la perception que j'ai du vin. Le vin, j'ai une histoire avec lui, comme tout le monde a une histoire avec lui seul. C'est pas pour rien qu'on vous a choisi. Oui, mais non, c'est le fait qu'on m'ait choisi, vous savez, dans des confréries de ce type-là, on dira, on est entre nous. Oui, comment ça se passe ? Ils prennent des gens, des people, des gens connus, et ils font des thématiques. Et moi, je les adore. Parce sans mauvais jeu de mots, c'est pas votre nom. Vous en parlez aussi en vous amusant dans le livre. Picouli, vous faites ce jeu de mots-là. Bon, ça vient pas de là. Oui. Non, ils ont raison en plus que j'aime. C'est-à-dire vous aimez le vin. Oui, j'aime. Et j'aime. Alors, souvent, je dis, je ne sais pas si j'aime le vin. Oui, je l'aime et j'en consomme, j'espère, avec de qualité. Mais j'aime les gens qui font du vin. J'aime les gens qui font du vin parce que moi, je dis, prenons un exemple, des gens qui... Il n'y a pas beaucoup de métiers où vous travaillez bien. Vous travaillez consciencieusement. Comme on dit, vous levez tôt. On dit beaucoup ça en ce moment. Et puis... en 15 minutes de grêle, vous perdez tout votre travail. Et vous n'insultez pas la nature. Comme un marin n'insulte pas la mer. Je dis, cette philosophie-là, ce qui fait des hommes et des femmes comme ça, eh bien, moi, je le respecte profondément. Et j'en ai rencontré, j'ai des amis maintenant très, très, très proches. Et ils sont vraiment de corps, d'âme, de cœur, de rêve avec la nature. Et en l'occurrence, quand c'est la vigne, ils font du vin qui leur ressemble. Parce que ce qu'on apprend le plus quand on les côtoie, c'est que au-delà, nous on voit le raisin, on voit les grappes, on voit les vignes, on voit les vendanges, et on se dit ça y est, c'est fait. Ils ont rendu. Non. Le vin commence après. C'est-à-dire que tout cet élevage du vin, c'est-à-dire tout ce qui va lui donner sa personnalité, et en général donc la personnalité du vigneron, c'est là où le vigneron devient le maître chez lui. C'est-à-dire qu'il va, grâce à des techniques qu'il maîtrise, il va donner au vin les caractères qui lui conviennent. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, et ça ne m'étonne pas que des gens qui ont gagné beaucoup d'argent par ailleurs, et surtout dans des domaines complètement lointains, ont envie un jour d'avoir un carré de vigne.
d'avoir une vigne, même à la limite de lui donner le nom. Moi, j'ai dans ce texte, je raconte combien en Sologne, il y avait une vigne déshéritée. Vous avez le cœur fendu quand vous voyez, vous entrez dans des vignes qui ont été abandonnées. Je ne sais pas s'il y a un sentiment d'abandon dans des vignes qu'on utilise qui moi, me serre le cœur. Alors donc, j'en avais rencontré une petite à adopter. Ça s'est pas fait parce que le Viron n'a pas voulu, il préférait sa vigne dans cet état-là. Et j'aurais adoré tout simplement pour lui donner le nom de mes parents. J'aurais fait un vin qui serait appelé Paulette et Roger. J'aurais adoré ça. Et cette idée-là, ce projet-là, prénom de vos parents, voilà, aurait suffi à me mettre en mouvement. Et je trouve que c'est un très bel anoblissement du souvenir ou de la mémoire. Oui, ça peut toujours se faire. Dans vos projets futurs? Oui, bien non. Oui, mais c'est une activité capitalistique. Il faut un peu de sous, quoi. Mais tout ça est bien évidemment possible. Mais je veux dire un appel de fonds. Oui, non, je ne ferai pas de crowdfunding Non, parce que ça doit être très très personnel. Moi, ça aurait été vraiment Mais il y a une histoire vraiment personnelle de vous et du vin. Vous avez été baptisé, on va parler de religion ici, bien sûr, puisque nous sommes sur KTO. Mais à votre naissance, comme à la naissance de tous vos frères et sœurs, on en parlera aussi, il y en a quelques-uns, il y a cette tradition familiale qui veut que vos parents, votre famille, ouvrent une valise dans laquelle on met les journaux du jour et 2 bouteilles de vin du millésime de votre année de naissance, en l'occurrence 1948. Oui. Donc votre maman a mis une bouteille qui vient du Morvan, donc à Bourgogne, et puis votre père qui est martiniquais, mais qui est de Tarbes, met un vin de Tarbes. Oui. Donc c'est quand même assez incroyable. Vous avez été baptisé avec du vin pour commencer, même avant le baptême officiel. Oui, et même avec du champagne, puisque j'ai du champagne. Oui, parce que j'avais un parrain qui était un peu un parrain trouble, dont je dis mi-maquis, mi-FFI, enfin bon, et en même temps mi-mafia. C'est-à-dire que c'était de ces gars après la guerre qui avaient pris les armes pour défendre et puis qui ont gardé les armes pour faire autre chose. Bon, il y en a eu quelques-uns. Et donc, c'était ces gens qui étaient les animateurs du marché noir. Et on se retrouvait en 1948 à être inondé de champagne par cet homme. Alors que non, le champagne, il n'y en avait pas. Donc, et lui, il disait, non, je vais le baptiser au champagne, l'eau, c'est pour les gadouilleux. Donc, il y a eu, voilà. Et j'ai tiré de cet ouvrage un seul en scène qui s'appelle Pompette, où je raconte à la fois ma naissance, ou les 9 mois dans le ventre de ma maman, et mon baptême. Parce que ça a été un baptême assez dingue, quoi. C'est-à-dire, c'était un peu déjà pépone et tout. C'est-à-dire que ce parrain a eu à l'égard du curé un affrontement homérique que je raconte dans ce livre. C'est le seul en scène, la faute d'orthographe, ma langue maternelle. Ouais. Voilà. Donc effectivement, mais le vin était chez nous, existait, et comme chez tout le monde. Sauf que moi, je suis d'un milieu où je suis plus du côté des vins bouchonnés avec des bouchons en plastique, du Kiravi, le vin de table. Le vin de table. Voilà. C'est-à-dire, et j'ai collectionné les petits bouchons en plastique. Je raconte cette espèce de Picasso de la piquette que je disais, c'est-à-dire quelqu'un qui fabriquait des portières avec des bouchons. Il était capable de vous faire une Joconde avec des bouchons en plastique de couleur. Bon, eh bien ça, quand on est enfant, ça nous impressionne. Et puis, je le dis, mon premier argent, je l'ai gagné enfant en déconsignant des bouteilles. C'était l'époque où les bouteilles avaient des étoiles au goulot et on devait les goupillonner. C'était un travail, hein. On devait les goupillonner, les faire propres, les amener chez le marchand de vin et il nous donnait 10 sous. C'est-à-dire que le vin m'a apporté mes premiers sous, mon premier argent de poche. Ouais, mes petits sous, quoi. Mes petits sous. J'allais directement après la boulangerie acheter des caramels à 1 centime. Oui, mais c'est-à-dire que ce que je dis là, c'est le produit de cette demande de discours. Parce que je me suis dit, je vais énumérer les situations dans lesquelles j'étais au contact du vin. Pas au contact du vin en termes de connaître le terroir, non, en termes de vie. Oui. Ce que ça m'a apporté à moi. Et donc, en suivant comment il a traversé votre vie, oui. On fait. Et on remarque d'ailleurs dans cette traversée du vin, on remarque aussi du champagne surtout. On voit qu'il y a une appréciation particulière pour le champagne, notamment Moët et Chandon, après Cordon Rouge, et puis le Kir aussi, qui a sa petite histoire. Oui, parce que c'est des... Quel est votre breuvage préféré finalement? Moi, j'aime le champagne dont je parle, là, parce que j'en ai parlé, parce qu'il est complètement, pour moi, emblématique des années 60. C'est-à-dire
de cette façon, dans le milieu ouvrier d'où je viens, d'élever chaque année son niveau. Et ce niveau, en fait, est matérialisé par quoi? L'arrivée du champagne. Avant, moi, gamin, j'entendais parler que de mousseux ou de astipumante. Voilà. Donc, et dans la graduation, dans ces années qui ont effectivement ces fameuses 30 glorieuses, qui sont une réalité économique tangible, eh bien, on avait les courses du samedi matin ou après-midi à Carrefour, où on remplissait le caddie parce que ça allait mieux, mais ça devait se voir. C'est-à-dire qu'on avait une espèce de façon de montrer que ça allait mieux aux autres aussi. Et le champagne était un moyen emblématique. Gâteau. Voilà. Et donc, on a changé de nom de champagne parce qu'on avait du Mouette et Chandon Brut Impérial. Ça ne se voit pas sur un caddie, alors que du Cordon Rouge, ça se voit. Ça se voit, c'est rouge. Voilà. Comme vos chaussures. Absolument. Vous m'avez dit juste avant de venir sur le plateau que vous portez toujours des chaussures rouges. Oui, ma fille. Toujours ce rouge, oui, comme absolument. le vin. Et ça fait déjà des années parce que je m'habille toujours en noir. Je me suis toujours habillé en noir, toujours, c'est le plus simple pour se vêtir. Et ma fille a dit qu'elle en avait assez, et donc elle m'a offert des chaussures rouges. Et depuis, je ne porte que des chaussures rouges. Alors j'en ai de différentes tenues. Votre fille Marie. Oui, Marie. Oui, Marie, c'est ma fille. C'est une sorte de merveille absolue, bien évidemment. Et qui fait que il ne faut pas me faire parler de ma fille parce que je dis n'importe quoi, des bêtises. Je deviens, comment dirais-je, déjà que je suis assez proliférant en matière de parole, mais en ce qui la concerne, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle me conduit au silence, parce que je sais que j'arriverai pas à la dire. Voilà, c'est ma fille, quoi. Tout simplement, je pense que pour tout un chacun. C'est très, très joliment dit. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Donc, on parlait de breuvage préféré, le champagne, pourquoi pas, enfin, le Cordon Rouge. Il y a aussi l'Amarone qui apparaît. Oui, alors l'Amarone, c'est toute une histoire. C'est-à-dire que c'est le produit d'un salon en Italie. J'ai eu le bonheur d'être traduit en Italie, donc j'ai fait toute une tournée, et il y avait un festival, et dans les festivals, on donne aux auteurs des tickets pour qu'ils mangent le midi, tout ça. Bon, moi, je voulais surtout voir la ville, et donc j'ai très peu mangé le midi. Je me retrouvais avec un espèce de stock de tickets, et le festival se ferme, et je donne tout au dernier restaurateur. Et il me dit, attendez, moi aussi j'ai offert un cadeau. Et il m'amène cette Amarone que je ne connais pas le nom, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas quel goût ça a. Mais il me dit, ce que vous allez faire, vous allez aller le boire à Rome. La fameuse fontaine, vous la connaissez? Oui, on la connaît tous, Marcello. Justement. La fontaine de Trévi. Voilà, la fontaine de Trévi. Et il me dit, écoutez, si vous y allez avec la personne de votre choix et de votre cœur, et que vous buvez un verre, que vous mettez d'eau à la fontaine, que vous jetez une pièce par-dessus votre épaule gauche, et que vous entendez Marcello, c'est qu'on vous appelle, c'est qu'elle vous aime. C'est simple, hein, quand même. Voilà. Et donc, cet homme, j'ai trouvé que l'important, en beaucoup de situations, c'est si ça raconte une histoire. Et quand un vin raconte une belle histoire, pour moi, c'est un bon vin. Et j'ai, en fait, avec le vin, j'ai une collection d'histoires, plus qu'une collection de vins. Je n'ai pas de cave. Et je ne souhaite pas avoir de cave. J'ai des vins qu'on m'offre, j'ai des vins qui sont là, qui sont apportés, et que je laisse même dans la cuisine visible. Bon. Mais je n'ai pas de cave parce que j'attends plus des vins qui provoquent des histoires. Et le vin est fait pour être bu et partagé. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est bien sûr le partage, bien sûr les moments. Ça crée des moments. C'est-à-dire que ce dont ce livre parle, absolument. Oui, et cet homme, en fait, je revois tout. Je revois la place, je revois cet endroit-là, je revois ce moment-là. Et il y a tout ça dans cette bouteille. Et après, il y a la façon dont il racontait, avec l'accent, tout ça. C'est des choses qui sont absolument irrestituables. Je ne peux pas vous le dire combien c'était goulayant de l'entendre simplement dire Amarone. Mais je ne sais pas le dire comme ça, moi. Et donc, ce n'est pas la même chose, comme il le disait, et comme moi je pourrais le dire. Donc il faut saluer ça, il faut l'apprécier, et il faut surtout considérer, en tout cas en ce qui concerne le vin, qu'on a tous à maîtriser
le rapport qu'on a avec le vin. Le vin, c'est une des plus belles tentations, une des plus puissantes et une de celles auxquelles on peut céder au sens de passer de l'autre côté. Et moi, ce que j'aime dans mon rapport au vin, c'est que parce qu'on rencontre aussi, moi j'ai une famille très nombreuse, donc j'ai vécu un vin très populaire, un vin de fin de banquet, d'anniversaire et tout ça, où on se bagarre presque à tous les coups sur le parking, parce qu'ils ont trop bu, les garçons, parce qu'ils ont trop regardé la mariée de l'autre mariage, et ainsi de suite. Bon, donc on apprend plein de choses sur la nature humaine, c'est-à-dire que moi, quand j'ai un enfant de 8 ans qui va manger chez sa sœur, mon beau-frère que j'adore, qui est une crème absolue, une merveille, un homme travailleur, le mot que ma mère utilisait, ça c'est un gars qui travaille. Et qui tout à coup, à cause d'un verre de vin qu'il a bu de trop, devient un autre homme. C'est-à-dire que vous découvrez derrière quelqu'un qui était une sorte de modèle, et vous découvrez qu'en un verre, il peut devenir... bascule. Oh, oui. Et ça, quand vous l'apprenez à 8 ans, vous savez que vous allez vous promener toute votre vie sur un chemin de crête. Il y a le vin mauvais et il y a le vin bon, puisque vin et religion font bon ménage également. Absolument. Votre facilitateur vous proposait d'ailleurs un catéchisme du vin. Oui, et il y a beaucoup de... Oui, et puis en plus le mots qui se rapprochent de la religion. Oui. La religion a apporté le vin dans le monde. C'est-à-dire ce sont les missionnaires qui, justement, pour produire du vin de Metz, ont planté de la vigne partout. On trouve des endroits éloignés en Chine aujourd'hui où on a, entre des murs, on a un clos de vignes qui provient, et je trouve ça assez extraordinaire. Et même le vin de Metz et tout le fait que, oui, alors on est peut-être pas, est-ce qu'on prend du vin blanc, du vin rouge, parce que ça tâche les nappes. Je trouve ça formidable que le vin est conformé à un rituel. Ça, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Ce qui fait que qu'on y projette des valeurs religieuses ou pas, on doit constater que le rituel que le vin a conformé, il a été exporté dans la vie. C'est-à-dire qu'on ne boit pas du vin n'importe comment. Enfin, on se doit de ne pas le boire n'importe comment. Il y a toujours un cérémonial, oui, où qu'il soit, dans une église ou ailleurs. Voilà. Comme chez les chevaliers, pas de la table ronde, mais du taste-vin. Oui, absolument. Je vous propose de passer à la deuxième partie de notre émission. Je vais m'éclipser et je vais vous proposer 4 mots. À vous de nous les éclairer, de les goûter, de les déguster. À tout de suite. Ça va, Daniel ? Très bien. Alors, je vous ai promis que j'allais vous proposer des mots. Je vais quand même commencer par un nombre, plutôt. C'est vrai que vous autres écrivains êtes plutôt forts en lettres, mais vous étiez aussi forts en chiffres. On en reparlera, en tant qu'ancien prof d'économie. Allez, je vous propose un nombre, et c'est le nombre 13. Forcément. 13, c'est mon nombre fétiche. D'abord, premièrement, parce que je suis 11e d'une famille de 13. Ma maman a eu 13 enfants. Et je trouve qu'il est une espèce d'incarnation du bonheur multiple. À une époque, quand j'étais gamin, les familles nombreuses n'avaient pas forcément une bonne presse. On allait jusqu'à presque considérer que des gens aussi amoureux que mes parents faisaient des enfants pour les allocations familiales. C'était des bruits qui pouvaient circuler comme ça. Et 13 est devenu pour moi... Alors votre maman a eu 2 maris. Oui, elle a eu 13 enfants de 2 maris différents qui s'appelaient tous les 2 Roger. Qui forment déjà un espèce de miracle. Ma maman a été veuve à l'âge de 27 ans avec déjà 9 enfants. D'accord. Et vous avez un jeune homme de 21 ans qui s'appelle Roger, qui est mon père, qui soit est fou, soit est amoureux, épouse cette veuve avec ses 9 enfants à l'âge de 21 ans, le jour de ses 21 ans, parce que personne ne voulait, et tout le monde trouvait fou ce type de mariage-là. Et j'ai eu et j'ai toujours leur photo de mariage sous les yeux, parce qu'il était pour moi l'incarnation d'un amour fou, celui de mon père pour ma mère, pour qu'il ait pensé, osé tenter ça. Et d'ailleurs, je me souviens que le jour de mes 21 ans, je me suis dit, en me levant, Daniel, ce matin, tu te lèves et tu vas épouser une dame de 27 ans qui a déjà 9 enfants.
Et là, vous avez le poids de ce qui vous a été transmis, c'est-à-dire quelque chose d'impossible à reproduire. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, j'ai une fille, elle s'appelle Marie et elle vaut pour 13. Oui, on l'avait compris. Vos parents, Paulette et Roger, titre de l'un de vos livres d'ailleurs, Paulette qui elle-même était née le 13 mars. C'est bien ça. Oui, alors elle est 13 mars. Mais comme elle était superstitieuse, il n'est même pas certain. Il trafiquait un petit peu la date de naissance parce que c'est ce 13. Et d'ailleurs, je signale que tous mes romans ont 13 chapitres. C'est le cas de celui-ci aussi, je confirme. Les larmes du vin, 13 chapitres. Vous en parlez à la fin. On en voulait un 14e, mais non, ce sera 13. Non. Donc j'aime et je trouve et d'ailleurs je trouve bien qu'il soit écrit de cette manière-là parce qu'il contient aussi des lettres que j'aime. J'aime le Z, j'aime l'Y et j'aime là cette façon que ça a d'équilibrer et ces deux E comme ça qui se prennent. J'aime bien en majuscule comme ça, c'est bien. Il me plaît, il a des épaules. Il a des épaules. C'est un chiffre qui a des épaules parce qu'il faut être solide pour assumer tout ce que le 13 demande d'assumer. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai que le 13 apparaît dans certains de vos romans, aussi le 13e mort du chevalier, oui. Le 13e but. Oui, absolument. Le 13 qui revient aussi, le 13 février 1960, c'est une date importante de déménagement de Villemomble à Orly. Oui. Votre mère a attendu que ce soit le 13 pour déménager. Oui. Vous êtes tous superstitieux dans la famille ? Comme on dit, hein, on n'est pas superstitieux parce que ça porte malheur, mais le fait est que oui, bien sûr que moi je ne suis pas parti à l'école petit pour une interrogation, un devoir, sans, et je les découvrais qu'après, une médaille quelconque glissée par ma mère. Bien sûr, les jours où on avait un examen, les jours où on allait à un entretien d'embauche, les jours où tout ça avait énormément d'importance. Et moi, j'en ai jamais fait une superstition. Je pense que mes parents, que ce soit ma mère et mon père, ont fait de moi un animiste, c'est-à-dire quelqu'un qui injecte de la vie en tout. En toute chose, j'allais dire toutes choses immobiles ont pour moi une vie, une histoire à respecter. Et je pense que le 13 vous met dans ces conditions-là. Il est un chiffre, un nombre, peu importe, on l'appelle comme on veut, qui contient justement l'idée qu'il peut être ou heureux ou malheureux. Donc à son égard, on a un rapport très personnel et qui peut être effectivement de l'ordre de la superstition. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est un ami. C'est un copain, c'est un pote. Ça veut dire, je peux aller si je vais à la piscine, je cherche un casier numéro 13. Enfin, il y a plein de choses comme ça que je fais et qui est fondamentalement qui résout cette question qu'on se pose tous. Pourquoi y a-t-il quelque chose à la place de rien ? Et avoir un chiffre comme ça de référence vous évite de vous poser des tas de questions parce que beaucoup de gens, quand vous êtes un écrivain, vous demandent alors des questions sur l'écriture, comment il faut faire, parce qu'il y a beaucoup d'apprentis écrivains. Mais alors un livre, ça contient combien de chiffres, combien de chapitres ? 13. Mais monsieur, mais pourquoi 13 ? 13, parce que ma mère a eu 13 enfants. Si j'étais fils unique, il n'y aurait qu'un chapitre. 13, c'est-à-dire 13. Que 13, la BD aussi. Pose des questions et répond à beaucoup d'autres. Oui. 13, il y a la BD aussi. Vous qui êtes fan de BD et scénariste de bande dessinée. Oui, j'ai été, je peux en être encore, et je fais des propositions scénaristes de BD, parce que c'est un chiffre qui, de toute façon, tonne. C'est un chiffre qui résonne en face, positivement ou négativement, mais il existe. C'est-à-dire, c'est un chiffre qui n'a pas besoin de prouver qu'il existe. Et il provoque des réactions, ou de rejet, ou d'adhésion, des raisons mystérieuses. On peut être kabbaliste, rien qu'à partir du 13, on peut être kabbaliste, devenir kabbaliste. Bon, oui, moi c'est ce que j'aime, c'est l'énergie. Et c'est pour ça que je trouve que la façon dont il est écrit là sous mes yeux contient cette énergie. C'est une énergie organisatrice. Si vous regardez bien comme il est là, on pourrait considérer que là c'est un 13 comme un jardin à la française. Les choses sont tirées bien droit, mais il garde toujours quand même ce mystère. Et j'adore l'idée comme ça qu'on peut le couper en deux et faire un trail et un Z. Bah, j'adore ça. Enfin, j'aime beaucoup comme il est représenté comme ça. Ouais, ça me plaît. Allez, on poursuit quand même, parce que j'ai un deuxième mot cette fois, et pas un nombre pour vous. Ce mot, c'est cancre.
Cancre. Ah oui, ça c'est un mot d'époque. C'est-à-dire, moi, je suis de l'époque où les cancres, c'est positif. Et on parlait des cancres heureux, des cancres rêveurs. Et en classe, dans cette classe de CM2, qui est ma classe de référence, parce que 10 ans est pour moi un espèce de point médian, quoi, et surtout un point d'apogée quasiment, puisque en termes de cancre, je crois que je suis arrivé à mon apogée à peu près en CM2. Et ce mot n'a jamais été quelque chose que j'ai vécu négativement. Et d'ailleurs, j'ai été un de ces cancres qui était aimé, apprécié de ses enseignants, qui me regardaient presque de façon désolée. Parce que c'est comme quand on regarde, j'étais prof après, quelqu'un dont on considère qu'il a des tas de qualités et qu'il les exprime pas ou qu'il les gâche. Et j'ai toujours eu l'impression parfois d'être regardé non pas comme un cancre, mais comme quelqu'un qui gâche ses chances. Et j'aime à les rassurer, je n'en ai gâché aucune. Je les ai exprimées de façon peut-être un petit peu erratique, un peu... J'adorais le terme école buissonnière. Je l'adore toujours. Et c'est vrai que après avoir été cancre, vous avez été quand même un bon élève, même très bon élève, pour finir brillamment des études à Dauphine et pour devenir, vous le disiez, donc professeur de compta d'ailleurs. D'abord en classe de fait des études BTS, de puis compta. ensuite prof Après, d'éco. j'étais prof d'économie Donc et plutôt gestion. les chiffres que les lettres au démarrage. Oui, mais parce que j'ai rêvé de faire des lettres. Bon, j'en ai pas fait pour des raisons presque sociologiques. C'était en troisième, quand vous disiez à votre sergent recruteur, celui que vous vouliez faire des lettres, il était inquiet pour vous parce que j'étais un enfant des cités. Mon collège était dans les cités et j'avais en face de moi des gens qui étaient ces hussards noirs qui s'inquiétaient pour nous. Qui s'inquiétaient pour nous. C'est-à-dire, ils se disaient, on est des rêveurs. Ils m'ont dit, mais faire des études, c'est long, c'est cher, tu crois que tes parents pourront t'accompagner, c'est pas sûr. Alors, apprends plutôt un métier. C'est pour ça qu'on m'a dirigé vers la comptabilité. Après, j'ai enseigné l'économie et gestion. Et surtout, quand je vois ce mot cancre, je le regarde comme une université. C'est-à-dire que ce mot, moi, j'ai appris plus de choses en matière de pédagogie en étant un cancre. Et en étant un ancien cancre, j'ai toujours eu en face de moi des cancres au sens potentiel du terme, à des niveaux différents. C'est-à-dire que je me suis toujours mis en situation, non pas d'avoir en face de moi des gens qui savaient et à qui j'avais à compléter l'enseignement, mais qui ne savaient pas. Et que c'était normal de ne pas savoir. Et qu'on ne savait pas pour des tas de raisons. Et donc je pense que... Et d'ailleurs, j'avais dans mes collègues, la plupart de mes collègues étaient des anciens premiers de la classe. C'était des bons élèves qui faisaient prof. Et encore peut-être aujourd'hui, ou peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Donc moi, j'avais cet avantage de considérer que le savoir ne va pas de soi, qu'il est erratique, que le rapport à la connaissance ne va pas de soi non plus. Et je pense que ça a fait de moi un pédagogue attentif, en tout cas. Après, je ne préjuge pas de ce que ça a pu produire sur chacun. Mais en tout cas, je savais que j'avais appris le métier en tant que cancre. En tant que cancre, un pédagogue attentif et qui écrit... Et il y a cette rencontre avec Daniel Pénac qui vous met le pied à l'étrier. La lumière des fous, votre premier roman, publié en 92. Et c'est parti. Oui, c'est parti. Et ce qui est fou dans cette évocation-là, c'est que en même temps, aujourd'hui, on va dire en tout cas, aujourd'hui sort le dernier épisode de la saga des Malocènes. C'est aujourd'hui et c'est fini. J'ai échangé avec Daniel, il m'a dit oui mon poteau, cette fois c'est fini. Le mot cancre, lui, a vécu peut-être de façon plus douloureuse l'école que moi. Moi j'ai toujours été formidablement heureux à l'école. Moi je suis un cancre heureux, c'est-à-dire que j'aimais aller à l'école, j'aimais l'école pour ce qu'elle était, ce que j'y apprenais, le regard qu'on avait sur moi, la récréation, la cantine, l'étude, tout ça j'aimais le chemin de l'école, j'aimais ressortir, j'aimais l'école. Bon. Donc l'école, je l'ai adorée, donc j'ai jamais ressenti ce chagrin-là. Mais oui, ça peut être ça, c'est-à-dire que ce mot n'est pas aussi lumineux pour tout le monde, ni aussi bénéfique. Oui, je peux l'imaginer, mais en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai une grande tendresse pour les cancres, ne serait-ce que pour le cancre que j'ai été. Le cancre qui n'est pas bon en orthographe. Oui. Oui. Clin d'œil de nouveau à la faute d'orthographe. Oui, mais parce que la faute d'orthographe, c'est l'indicateur le plus précis, que l'on pense le plus objectif.
on a fait 5 fautes, on a fait 10 fautes, on a fait 15 fautes, on a fait 20 fautes. C'est beaucoup plus facile à apprécier qu'une rédaction, qu'un devoir. La faute d'orthographe a cette espèce de vertu et de fausse vertu, à mon avis magique, de dire les choses clairement. Mais non, elle les dit absolument pas clairement. Moi, j'étais un dysorthographique profond. Pourtant, je lisais, je lisais. Mais j'arrivais à expliquer, j'ai réussi à expliquer après par la suite pourquoi j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle La faute d'orthographe et ma langue maternelle, parce que tout simplement, la faute d'orthographe était fustigée et il y avait quelqu'un, pour moi, indépassable qui faisait des fautes d'orthographe, quelqu'un que j'aime profondément, qui est ma mère. C'est-à-dire que quand un enseignant, et c'est toute l'histoire de la faute d'orthographe, un remplaçant, et de dire surtout, pour faire autant de fautes d'orthographe, il faut être bête à manger du foin. Et dans ce texte, la faute d'orthographe, je dis j'ai 2 solutions par rapport à ça. Où je tue l'homme qui a dit ça parce qu'il vient de dire, sans le savoir, que ma mère est bête, ou bien je vais lui prouver à lui qu'on peut faire des fautes d'orthographe et ne pas être bête à manger du foin. Et je vais dire j'ai beaucoup après conçu inconsciemment les études comme la revanche, non pas du cancre, mais du cancre fustigé par des enseignants un peu étranges qui liaient la faute d'orthographe et l'intelligence, et donc la faute d'orthographe et la bêtise, la faute d'orthographe et voilà. Et ça, c'est quelque chose que grâce à cet ouvrage-là, j'ai pu en être le propagandiste. J'ai pu même rassurer pas mal de parents ou même de gens qui étaient, j'allais dire, assujettis à la faute d'orthographe, et de les rassurer. Et j'étais quasiment l'incarnation, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Oui, une vraie incarnation, puisque vous avez porté cet ouvrage sur les planches dès 2012, c'était il y a presque 10 ans. Oui. Plus de 10 ans maintenant. Oui. Et oui, nous sommes en 2023. Allez, je vous propose notre 3e mot. Le 3e mot, c'est le mot cierge. Oui, et le on mot entre cierge. davantage Alors le mot en cierge, j'en fais une religion. consommation énorme. C'est-à-dire que le cierge me permet en silence de dire beaucoup de choses aux gens que j'aime et auxquels je pense. Parce que depuis petit, quand on allait en vacances, ma mère nous emmenait dans toutes les églises sur le chemin. Et on allait y allumer des cierges, la mémoire d'un frère, d'un père, des parents, de grands-parents. Et j'adorais ces moments-là. J'adorais entrer dans l'église, j'adorais toujours, j'adorais ce qui se passe, cet enveloppement que je ressens quand j'entre dans une église, le cheminement qu'on fait pour aller jusqu'au cierge, jusqu'à l'endroit où on les allume. La façon de les allumer, la façon de les choisir. Moi, je mets beaucoup de temps à choisir l'endroit où je vais planter mon cierge. Avec ma douce, on le fait parce qu'on a des parents qui ont disparu, des gens qu'on aime qui ont disparu, donc on peut tous les deux, j'ai dire d'un même cierge, mais leur parler, parce qu'on leur parle. Et moi, j'ai un rapport très étroit à ce moment-là. Et j'ai la chance d'habiter maintenant près de Saint-Sulpice, donc j'ai une espèce de mise à disposition, d'élévation que me propose l'église Saint-Sulpice pour exprimer mon émotion, mon souvenir, mon amour profondément aux gens auxquels je pense et qui généralement ont disparu. Donc le cierge est... Je me souviens, j'allais presque dire, le cierge marque, j'allais dire, le partage entre, j'allais dire, presque une vie de voyou, mais c'est pas la réalité, parce que un jour ma mère je lui expliquais que j'allais allumer des cierges. Elle connaissait un petit peu mon côté un peu rebelle. J'étais un adolescent assez rebelle. Elle m'a regardé avec ses yeux bleus qui sont des merveilles, quoi. Et elle m'a regardé comme ça, et elle m'a dit est-ce que tu les payes ?
Et de ce jour, je paye tous les cierges que j'allume. Et j'ai trouvé très émouvant, d'ailleurs ça m'émeut, qu'elle n'ait rien dit d'autre. Dans ses yeux, ça voulait dire « je le connais mon fils ». Je le connais mon fils. Il est capable d'honorer les gens qu'il aime et de ne pas payer parce qu'il va avoir tout un discours sur l'argent, l'église. Bon, je le connais. Mais j'ai rien à lui dire d'autre que le regarder et lui poser cette question-là. Et c'était réglé. Et j'ai reçu une éducation de silence comme ça. Mes parents n'étaient pas des pédagogues. Mes parents n'étaient pas des gens qui vous expliquaient la vie. Ils étaient des exemples de vie. Et vous n'aviez juste qu'à suivre avec votre doigt pour vous tenir en équilibre dans la vraie vie. Et donc, quand ma mère m'a posé cette question, j'y pense à chaque fois. Et la dernière fois, il s'est passé quelque chose. Je suis entré, c'est il y a peut-être 2 jours, il y avait des messes à Saint-Sulpice et il y avait donc un service. Et j'ai allumé un cierge, 2 cierges d'ailleurs avec ma douce. Et je n'ai pas mis les pièces. Parce que je trouvais incongru le bruit que ça pouvait faire pendant le service. C'est un peu étrange, mais j'allais dire parfois que le son des pièces dans le tronc n'est pas à la hauteur du geste que vous faites quand vous allumez un cierge. Et donc je suis revenu. Le lendemain, je suis parti pendant le service. Je n'ai pas mis les pièces, mais ça m'a taraudé. J'avais presque l'impression d'avoir fait une mauvaise action et qu'il fallait la réparer. Et après, je l'ai réparée. Hein. J'ai pensé aux yeux bleus de ma maman. Et de toute façon, je savais en sortant que je reviendrais. C'était pas du tout comme avant. Il n'y avait pas là une révolte, une rébellion. Non. C'était que je trouve que la mise en situation de l'émotion, du souvenir, de la mémoire dans une église me va parfaitement, me convient parfaitement. Il n'y a pas mieux pour l'accompagner. Je trouvais pourtant que ces petits glissements de pièces un peu secs, un peu métalliques, un peu résonnants comme ça, il y avait là-dedans un élément de trivialité qui ne correspondait pas au service que j'écoutais par ailleurs dans la nef. Voilà, donc le cierge, c'est tout ça, et je sais que j'ai transmis ça à ma fille, et je sais qu'elle le pratique, qu'elle le fait avec ses petits yeux à elle, et qui sont marrons d'ailleurs. Mais on peut être très tendre avec des petits yeux marrons. Transmission de cierge dans votre famille, très jolie histoire. Je vous propose le 4e mot, qui est un peu un aboutissement, c'est le mot vierge. Oui, alors le mot vierge, c'est... la Vierge. J'ai rendez-vous tous les matins avec la Vierge. La Vierge, c'est une vieille copine d'enfance. La Vierge, c'était cette petite statuette fluorescente qui était posée sur le téléviseur. Et j'ai même écrit le début d'une pièce comme ça, qui rend compte de l'interrogation quasi métaphysique que provoquait chez moi cette Vierge fluorescente. Mon père est, comme vous l'avez dit, des Pyrénées, on est de Lourdes, on avait toujours de l'eau bénite dans le placard, tout. Et cette Vierge qui avait été rapportée de Lourdes était là, et elle était d'une stabilité extraordinaire. Elle était posée là, parce que quand la pièce était... Parce que je dormais là, donc on s'endormait, il y avait cette lueur. Et il y avait une deuxième lueur, qui était celle du poste de télévision. Les postes de télévision à cette époque-là étaient des postes à lampe, et une fois qu'ils avaient été éteints, il restait un rond lumineux au centre de l'écran. Et enfant, j'ai fixé, mais des heures et des heures, la Vierge et ce point lumineux pour savoir quel est celui qui allait s'éteindre le premier. La Vierge a toujours gagné. La Vierge a toujours gagné, et la Vierge, à la fin, continue à être de ce verre magique, et la télévision s'éteint vraiment. Et ça paraît tout à fait étrange, mais c'était la caractérisation de la supériorité, de sa supériorité sur toute chose, et y compris le progrès, y compris l'époque,
y compris tout ce qu'on pouvait voir d'extraordinaire à cette époque-là dans la télévision. Et la télévision a été aussi mon université. Et la Vierge, aujourd'hui, quand je dis que j'ai rendez-vous avec elle, c'est que j'écris un roman, et celle qui raconte, c'est un roman qui se passe en 1906 à Marseille, pendant l'exposition, la première exposition coloniale. Donc la Vierge est là, elle entend le cri d'une femme. Et cette Vierge-là est un personnage extraordinairement important. C'est justement en pensant à la Vierge que vous avez baptisé votre fille Marie? Oui, bien sûr. C'est grâce à elle? Bah oui, bien sûr. Mais c'est une manière plus que douce, plus qu'aimante, c'est une permanence. Parce qu'il y a Marie et il y a aussi Marie-Madeleine qui est importante. Oui, bien sûr. Chez les Piccoli. Oui, bien sûr. Mais ces importances-là, alors, c'est pas que ça me heurte pas d'en parler, mais c'est vraiment en ce qui me concerne, la façon dont résonnent ces vierges, dont résonnent ces histoires, est extrêmement profonde, privée. Et j'allais presque dire, j'écris pour en faire l'inventaire, pour en faire, j'allais dire, l'exploration. Car je pourrais dire que je ne sais pas pourquoi ça a tant d'importance. Je ne sais pas pourquoi cela me préoccupe à ce point. Je ne sais pas pourquoi je me crois encore aujourd'hui en charge de raconter la douleur d'une vierge. Je ne sais pas. Et pourtant, je considère tout à fait dommage que l'on ne s'en préoccupe pas. Je veux dire, je voudrais qu'il y ait, face à ce don que représente pour moi la Vierge, qu'il y ait une restitution, et pas seulement une demande, pas seulement une requête, pas seulement une prière, mais qu'il y ait une façon de reconnaître ce qu'il en est profondément de la douleur, de la vie, de la perception de la Vierge. Ça paraît étrange ce que je dis là peut-être, mais moi qui en ce moment écris en l'ayant elle comme regard. D'ailleurs, je me suis toujours dit que je ne sais pas ce que ça pouvait produire de monter dans le corps de la Vierge, dans cet escalier en spirale incroyable, et de tout à coup de se retrouver devant l'ouverture, de voir le monde par les yeux de la Vierge. C'est quelque chose que... Il n'y a pas besoin d'être très imaginatif pour considérer et imaginer combien ça peut troubler. Et moi, j'aime ce trouble. Moi, je ne suis pas preneur de l'explication de mes troubles. Je les exprime. C'est ce qui fait que je peux parler très longtemps de la Vierge, mais sûrement que je ne vous dirai rien. Nous voulons que vous nous disiez des choses, vous en dites beaucoup. On sent qu'il y a quand même une énorme proximité donc avec la Vierge, avec l'Église. Vous recueillez très souvent dans l'Église, à l'église Saint-Sulpice en l'occurrence. Oui. Est-ce que vous avez d'autres rituels, d'autres pratiques? Quel est votre rapport à la foi? Oui, mais parce que d'abord, déjà, l'Église est entrée dans mon enfance, pas seulement par la Vierge, mais par un être que j'ai toujours trouvé supérieur, qui était un prêtre ouvrier. Je suis de ceux qui ont toujours regretté la disparition des prêtres ouvriers dans les usines et des prêtres ouvriers dans le monde. Cet homme travaillait avec mon père à Air France, il était chaudronnier comme mon père, et il arrivait à la maison pour la soupe, comme dirait ma mère, de temps en temps, il venait, et je le regardais se laver les mains avec un gros savon, tous les gestes qu'il faisait, j'avais l'impression vraiment qu'il communiait dans le moindre geste, mais en même temps sans emphase, sans pathos, il était, tout simplement. Et j'aimais le voir se laver les mains comme ça, et quand il s'asseyait à table, alors peut-être il y a eu, je ne sais pas s'il y a eu un bénédicité, je ne sais pas, tout le monde le voyait et le regardait. Cet homme arrivait à table, et son arrivée
était quasi miraculeuse, c'était divin, quoi. Mais chez tout le monde, et attends, chez moi, on était plutôt, et mon père, j'aime bien l'appeler un cégétiste, quoi. C'était des ouvriers, des travailleurs, des gars syndiqués, des gars qui avaient des choses à dire, qui étaient contents ou pas contents. Mais il arrivait, mon Dieu, il se passait quelque chose. Et je n'ai jamais compris comment l'Église n'avait pas compris combien ils étaient importants, combien ils étaient extraordinaires, fondamentaux, combien ils auraient pu remailler un tissu qui, après, pour moi, c'est un peu, des fois, détricoté. Et c'est une belle image, et j'aime. Et pour moi, il y a ce lien-là, il y a ce lien entre ce prêtre ouvrier et la Vierge. C'est-à-dire d'être dans le monde. Moi, ma Vierge, elle est à l'église maintenant, mais elle a d'abord été posée sur ma télévision, sur ma télé, elle était. Et elle était d'une présence insensée en étant simplement au milieu du monde, au milieu des gens. Voilà. Mais après, maintenant, je la retrouve avec bonheur dans toute l'église où je vais. La Vierge rayonne, plus que la télévision. Ah oui, c'est la conclusion. Oui, puis, allez, oui, bien sûr. Je vais revenir auprès de vous, Daniel. Vous connaissez la télévision. Il y a un timing, malheureusement. Malheureusement, ce n'est pas éternel. Il est bavard, ce garçon, et je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite, Daniel. Oui. Daniel, je suis de retour auprès de vous. On entend que la Vierge vous accompagne beaucoup en ce moment, et toujours. D'ailleurs, je pense qu'en sortant de l'émission, je vais y aller. Je vais aller... À Saint-Sulpice ? Oui, ça c'est certain. Tous les jours, vous y allez ? Non, pas tous les jours. Je ne veux pas que ce soit comme ça. Il y a des moments, il y a des occasions, il peut y avoir même des humeurs. Mais là, je vais aller quand même lui demander... si j'ai pas trop dit de bêtises, quoi. Je vais lui mettre une bougie en espérant qu'elle considère que j'ai bien parlé d'elle, ou correctement parlé d'elle. Elle vous répond ? Ah, moi j'ai le bonheur d'avoir mes réponses, mais mes réponses, elles sont contenues dans les questions que je me pose après. C'est-à-dire que les réponses, c'est simplement une espèce de résidu. Et moi, je n'y attache pas une grande importance. Ce qui m'intéresse dans ces résidus, c'est comment ça se concrétise en questions à venir. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, les questions, une fois qu'elles ont obtenu des réponses, on les repose. On les repose. Parce que c'est quelque chose. En plus, ce qui est difficile, c'est pas d'en parler, oui. Si, c'est difficile d'en parler parce que ça contient. Et il faut comprendre que ça contient presque. J'allais dire le mot que j'allais dire, ça contient une part d'imbécilité. Ça paraît bizarre ce mot. C'est-à-dire, des fois, je me regarde faire. Si je me regarde faire. Quand j'étais gosse, il y avait un comble que j'adorais, c'était celui du cycliste qui descend de vélo pour se regarder pédaler. Et des fois, j'ai ce sentiment-là. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire, c'est des moments un peu bêtes, imbéciles, d'objectivation de ce qu'on est en train de faire. Mais non, mon pote, ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas descendre de ce vélo pour te... Non, tu ne peux pas. Mais il n'empêche que je peux avoir ça. Je ne sais pas si c'est un reliquat de doute, ou si c'est vraiment ma façon d'appliquer ce doute à quoi que ce soit de ce que je fais, en règle générale. Bon. Mais là, j'aime bien ça. Des fois je me dis, mais est-ce que tu te regardes un peu ? Est-ce que tu te regardes faire ? Et quand tout à l'heure, on a parlé, oui, que je ressens une émotion, une vraie émotion, de truc, hein, où il faut même contrôler, ça faut être un peu... C'était sur le mot cierge, en évoquant votre mère. Oui, parce que je pensais à ma fille Marie, quand on allait au cinéma, elle arrêtait de regarder l'écran un moment, elle me regardait pour savoir quand j'allais pleurer. Parce qu'elle me dit, papa, tu pleures, et au début, je pense que les larmes d'un père, ça peut inquiéter les enfants. Et avec le temps,
elle a anticipé ça parce qu'elle sait, il est comme ça, son père. Il est comme ça. Il va pleurer, il n'y a pas de problème. Et j'aime ça. Les larmes d'un père. Oui. Mais il y a des larmes qui ne font pas pleurer. Ce sont les larmes du vin. Oui. Les larmes du vin, ce sont d'ailleurs ces fameuses gouttes qu'on voit sur le bord des verres. Évidemment, il y a un jeu de mots. Oui. Et ces larmes du vin n'ont pas de chagrin. Oui, c'est ça. Ce sont ce sont des larmes sans chagrin. Les larmes sans chagrin, exactement. Oui. Et je vous conseille de les lire, de les goûter, ces larmes du vin, chez Albin Michel, signé Daniel Picouli. Un très beau roman de 13 chapitres qui nous fait goûter le vin et puis votre vie à nouveau. Merci beaucoup, Daniel Picouli. Vous pouvez revoir cette émission, vous connaissez l'adresse sur ktotv.com. À la semaine prochaine. Merci, Daniel.